Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Malikoura Tassira 2, la paix, la cohésion et la réconciliation nationale entre tous les Maliens. L'une des priorités des autorités de la transition. Tout un département a été érigé pour s'occuper de la question. Un ministère qui œuvre au quotidien pour promouvoir le dialogue, notamment intercommunautaire, entre agriculteurs et éleveurs, ou encore entre gouvernement et groupes armés. Quelles sont les actions concrètes réalisées à ce jour? Quelles sont les perspectives du département en charge de la réconciliation? Pour en savoir davantage, Malikoura Tassira 2 reçoit ce soir colonel-major Ismaël Ouagué, ministre en charge de la réconciliation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour vous interroger en plateau avec moi, Madiba Keïta, du journal du quotidien national L'Essor. Bonsoir Madiba. Bonsoir Ibrahim. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur l'ORTM et sur l'ensemble de nos médias partenaires. Monsieur le ministre, l'annonce par le président de la transition d'un dialogue intermalien, vous, en tant que ministre en charge de la réconciliation nationale, qu'en dites-vous? Merci bien. Bonsoir. Je salue vraiment les téléspectateurs. Je salue tout le peuple malien. Et je profite quand même en tant que ministre en charge de la réconciliation et de la paix de vraiment présenter mes vœux les meilleurs de 2024 à toute la population malienne. Que la paix, la stabilité, la réconciliation soient une réalité. Pour revenir un peu à l'annonce du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui effectivement, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, a quand même parlé en disant que l'accord n'est pas forcément le remède, la solution au problème du Mali, et qu'à cet effet, il est prévu quand même de faire un dialogue intermalien sous l'égide quand même de la présidence, mais en tant que le ministre de la Réconciliation va être le bras technique. Il est quand même important de signaler que l'accord, dès le moment de sa signature, quand même, a montré certaines limites. Il y a un certain nombre de réserves qui avaient été prises en compte. Il est aussi important de signaler que, malgré les dispositions de l'accord de 2015 à nos jours, les objectifs de l'accord n'ont pas été atteints. Donc forcément, l'accord dans sa globalité est une solution pour une partie du Mali, mais aussi c'est un problème aussi pour l'autre partie du Mali. Donc il n'est pas forcément intéressant d'implémenter un accord qui va résoudre des problèmes, mais aussi en susciter d'autres. Donc je pense que les différentes réserves de cet accord, où une partie a été prise en compte dans le cadre de principes de mise en œuvre intelligente, comme l'a dit le président de la transition, lors du premier programme d'action gouvernemental de PSG, on a parlé de mise en œuvre intelligente qui est un principe qui prend en compte de façon consensuelle les différentes dispositions de l'accord. Donc s'il y a des difficultés, les parties vont se concerter pour prendre en compte les différences et continuer à avancer dans le processus de paix de façon consensuelle. On sait que le préambule de l'accord est très clair. Ça parle de souveraineté, ça parle de caractère républicain, ça parle de territoire unitaire et ça parle de respect des lois, des textes, de tout ce qui va avec. Ça veut dire tout simplement que toutes les dispositions qui sont à l'intérieur de l'accord doivent se refléter avec le préambule. Et le principe de mise en œuvre intelligente dit tout simplement que toute disposition qui est interprétée comme contraire au principe, au préambule, doit évoluer. C'est ça le principe de mise en œuvre intelligente. Alors, avec la prise de Kidal par nos vaillants femmes, je félicite vraiment les féliciter, les remercier. Je suis toujours émerveillé par la prouesse qu'ils ont faite. Il est important de signaler que Kidal, dans un passé récent, était pratiquement inaccessible et que grâce au courage, à l'engagement et à la détermination de nos forces de défense et de sécurité, aujourd'hui, Kidal est sous le giron de l'État. Maintenant, avec la prise en compte de Kidal, il est important de signaler quand même que certains mouvements qui ont rejoint le groupe qu'on appelle le cadre stratégique permanent, qui, je rappelle, n'est pas un signataire de l'accord. Il y a certains mouvements signataires, à savoir la CMA, la coordination des mouvements des Dazawad, la plateforme du 14 juin, et après une partie de la plateforme est revenue du côté de l'État, qui ont rejoint le CSP, quand même se sont opposés militairement à l'occupation des emprises et par les femmes à l'issue du départ de l'aménagement. Il est important de constater que quand même il y a eu des affrontements et il y a eu des revendications de ces mouvements au sein du CSP. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la prise de Kidal, ces mouvements, d'une façon ou d'une autre, se sont rendus inéligibles au processus de paix.
dans la mesure où l'accord stipule clairement qu'il doit y avoir une dissociation claire des mouvements signataires avec les groupes terroristes. Force est de constater que lors de ces occupations des emprises par les FAMA, il y a eu vraiment des collisions réelles avérées entre certains mouvements signataires, notamment ceux regroupés au sein du CSP, et avec, on va dire, avec les groupes terroristes et alliés. Ce qui veut dire que forcément le processus de paix doit être revu parce qu'il y a certains acteurs qui se sont rendus inéligibles. Donc ceux-là qui sont restés avec l'État dans ce processus, forcément sont éligibles pour continuer le processus avec eux. Donc le dialogue intermalien va permettre de prendre en compte tout ce qu'il y a comme réserve liée à l'accord, de se l'approprier de façon nationale et d'avancer réellement vers les différents volets avec les mouvements qui sont restés loyaux à l'État, il y en a beaucoup, et pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Oui, Monsieur le ministre, mais l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est après 8 ou 9 mois d'intenses pourparlers à Alger. Mais qu'est-ce qui a bloqué la mise en œuvre de cet accord? Est-ce que le gouvernement a tenu tous ses engagements? Vous savez, comme j'aime à le dire, l'accord, c'est vraiment un accord consensuel. Et chaque partie a un rôle à jouer. Si l'accord marche bien, on dit que c'est le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui a un rôle moteur. S'il y a des difficultés de l'accord, on dit aussi que c'est le gouvernement parce que le gouvernement a un rôle moteur. Je pense que le gouvernement a montré vraiment des gages de bonne foi dans la mise en œuvre de l'accord dès le début de la transition. Déjà, il faut savoir qu'il y a certaines questions qui avaient déjà été mises en place, c'est-à-dire la question des BATFAS était en place, les autorités intérimaires qui ne sont pas les dispositions de l'accord ont été mises en place et acceptées. Il y a aussi la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui est quelque chose qui a été décidé dans le cadre de l'accord, qui a été mis en place. Et beaucoup d'autres aspects qui ont été mis en place, les commissions, intégration, CNDDR, la réforme du secteur de la sécurité, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'arsenals qui ont été mis en place, acceptés par l'État dans le cadre du processus de paix. Il y a même un certain nombre important d'ex-combattants qui ont été acceptés. On parle quand même de 74 000 ex-combattants pour des régions, on va dire, qui ne sont pas suffisamment peuplées et que l'État a accepté ça. Et ces 74 000 ex-combattants, il y en a qui sont prévus pour l'intégration des forces de défense et de sécurité, 26 000, et il y en a aussi pour la réinsertion, à peu près 44 000. Il est important de signaler quand même que l'État a fait des efforts pour prendre en compte une partie de ces ex-combattants, je pense 1800 dans le cadre d'un processus accéléré. Et aussi, on a fait des propositions intéressantes en ce qui concerne la répartition des 26 000, en 2 fois 13 000, 13 000. Et on attendait les mouvements qui puissent venir pour qu'on puisse concrétiser en 2 phases. Malheureusement, on ne les a pas vus. Donc, je dis clairement que le gouvernement de transition réellement est et a toujours été de bonne foi pour la mise en œuvre de l'accord, autant sur son volet sécuritaire, mais aussi sur son volet réconciliation et politico-institutionnel, puis tout ce qui va avec. Et sans réellement de raison valable, les mouvements signataires, à savoir la CMA, une partie de la plateforme, de façon unilatérale quand même, ont quitté le processus. Et malgré les appels du gouvernement en leur disant « venez, on va continuer à discuter, à avancer », ils ne sont pas venus. Et ils ont demandé à internationaliser le processus qui était quand même sur une bonne voie au niveau malien. Et vraiment, ça n'a pas pu marcher. Ce qui fait que les difficultés qu'on a rencontrées aujourd'hui, c'est surtout à la suspension de leur participation dans le processus de paix par les mouvements regroupés au sein du CSP. Et je peux vous dire que le gouvernement n'est à aucun cas un blocage pour l'accord. Monsieur le ministre, est-ce que la main du gouvernement reste tendue toujours envers ces groupes armés qui sont inéligibles, comme vous le dites aujourd'hui, au processus de paix? Bien sûr, le gouvernement a toujours la main tendue. Et moi-même, à travers plusieurs communiqués, je vais le dire. Lors de son adresse à la nation, le président de la transition est revenu sur ça. Il dit que la main reste tendue. Bon, forcément, la question d'impunité doit être prise en compte. Il faut savoir quand même que lors du processus d'occupation des emprises, l'aménagement par les FAMA, il y a eu quand même des choses. Il y a eu des affrontements, il y a eu des déclarations, il y a eu on va dire, des revendications, des actions posées contre l'État, contre les FAMA, contre les populations. Et ça ne peut pas rester impuni. Donc forcément, il y a certaines personnes qui se sont rendues inéligibles à ce retour. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une grande partie des mouvements signataires qui sont restés avec l'État, que je félicite et que je remercie sincèrement.
Ils sont restés dans une dynamique positive, ce qui a pu montrer clairement à toute la communauté internationale que c'est une partie des mouvements signataires qui s'est opposée et que d'autres parties sont restées dans le processus et avec qui on est aujourd'hui. Et je pense que leur présence sur ce plateau le témoigne. C'est le lieu pour moi de les remercier. Et juste pour vous dire que ceux-là sont des alliés de l'État dans le cadre du processus de paix. On va aller avec eux. Et la main reste tendue pour ceux-là qui n'ont rien à se reprocher. Ils peuvent toujours revenir. Mais par contre, il y a des questions juridiques et judiciaires qu'il faut intégrer. Donc la notion d'impunité, il faut que ça soit une réalité. Monsieur le ministre, vous étiez récemment à Kidal. Quelle est l'ambiance qui règne sur place? Est-ce que vous sentez la paix revenir entre d'abord les populations de Kidal? Est-ce qu'il y a cette confiance qui renaît sur place? Bon, déjà, ma présence à Kidal, c'était une présence un peu particulière. Il faut quand même signaler que depuis la prise de Kidal par l'État à travers les FAMA, le président de la transition a instruit vraiment à une mission gouvernementale, chacun dans sa spécialité, dans son rôle, d'être là-bas, pour que de façon urgente, on puisse recenser les besoins et apporter des réconforts, les services sociaux de base auprès des populations. Bon, bien entendu, il y a eu la journée de la souveraineté retrouvée le 14 janvier 2024, qui est la deuxième édition. L'an passé, malheureusement, on n'a pas pu la faire à Kidal. Et aujourd'hui, quand même, nous, on a pu y aller. J'ai pu y aller pour faire cette journée. Et j'ai été accueilli par une population en liesse. Et j'ai vu que les gens sont enthousiastes et ont beaucoup d'espoir pour le retour de l'État à travers les femmes. Bien entendu, une grande partie de la population est partie. Et il faut que nous travaillions tous pour que ces populations soient en confiance et puissent revenir dans leur ville, dans leur localité d'origine de départ. Quand même, Kidal, c'est leur berceau, c'est leur ville, c'est leur localité. Il est important que la présence de l'État doit beaucoup plus les rassurer que de les effrayer. Et c'est à l'État et ses partenaires, surtout les mouvements qui sont restés du côté de l'État, de déployer des efforts et les communautés pour que ces populations soient suffisamment en confiance pour revenir chez elles. Dans la mesure où les femmes, les forces armées de défense et de sécurité sont là pour tout le monde, ils sont là pour sécuriser, ils sont là pour soutenir, ils sont là pour apporter du réconfort et ils sont là pour ne pas faire d'amalgame. Donc c'est extrêmement important. Donc à Kidal, j'ai profité de faire passer ce message, parler du principe de souveraineté, parler de la vision de la transition et parler de ce qui est prévu pour le pays de façon globale et surtout annoncer dans le sillage du président de la transition et le dialogue intermalien. Et je pense que ça a été accueilli avec ferveur. Et actuellement, le gouverneur qui est à Kidal, il est connu, c'est le général Gamou. Qui ne connaît pas le général Gamou au Mali? C'est le gouverneur de Kidal et je vous assure, il fait un travail excellent. Il a tout le soutien de l'État pour que de façon équilibrée, de façon équitable, que toutes les communautés ressortissantes de Kidal se retrouvent chez elles. Oui, monsieur le ministre, par rapport au dialogue intermalien, comment ce dialogue va se dérouler? Est-ce qu'on peut connaître le contour et le contenu de ce dialogue? Qui va dialoguer avec qui? Déjà, le dialogue, c'est piloté par la présidence. Comme je dis, le ministère de la Réconciliation est le bras technique. Ça veut dire tout simplement que, pour le moment, les détails techniques de ce dialogue ne sont pas encore, on va dire, exposés. Quand même, il est important de signaler qu'il y a une commission nationale qui est rattachée directement au président de la transition et des commissions régionales qui seront au niveau des régions et qui vont être pilotées par les gouverneurs. Bon, bien sûr, les différentes forces vives de la nation et au niveau des communes, au niveau des régions, vont être appelés pour débattre et surtout donner, on va dire, leurs idées, leur vision et puis leur désir par rapport aux aspects de réconciliation, de paix, de remettre le tissu social en place. Donc, grosso modo, c'est ça qui est attendu. Ce dialogue est vraiment nécessaire entre Maliens, selon vous, n'est-ce pas? Il est vraiment nécessaire. De 2012 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes entre les communautés, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et la situation au nord a créé réellement des problèmes. Et l'une des difficultés de l'accord, c'est que l'accord, c'est quelque chose qui a été signé entre le gouvernement et ceux-là qui ont pris les armes. Donc, il y a une partie des communautés qui estiment qu'ils ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'accord. Malheureusement, nous ne pouvons rien pour la simple raison qu'on avait affaire à ceux-là qui ont pris les armes dans le cadre du processus de paix. Donc, forcément, ça a créé des frustrations à certains niveaux. Les conflits intercommunautaires au centre
on l'a vu, ça a vraiment créé des problèmes entre les Maliens. La question des Peuls, la question des Dogons, la question des Bambara, la question des Bozo, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, quand on vient dans la région de Caille, il y a aussi, c'est une région qui est soumise à ce qu'on appelle l'esclavage par ascendance, où le gouvernement quand même a essayé de trouver des solutions juridiques, mais aussi des solutions de façon équilibrée, qui jusqu'à présent, bien sûr, il y a la question pertinente du terrorisme, du djihadisme latent qui est là, du djihadisme occasionnel qui est là et qui pourrit l'atmosphère à tout le monde. Donc, même s'il y a des solutions militaires, des solutions de développement, beaucoup de choses, il y a tellement de rancœur qu'il est important quand même que les Maliens et les Maliennes puissent s'asseoir et trouver des stratégies et faire des propositions pour qu'on puisse revenir au vivre ensemble, à l'entente d'attente et remettre en place des tissus social. Donc, juste pour vous dire que ce dialogue intermalien est extrêmement important. Et surtout, ça permet de nationaliser le problème malien. Force est de constater que les ingérences au niveau extérieur ne sont pas forcément la solution. Le problème, il est malien, la solution est forcément malienne. Monsieur le ministre, quelles sont les actions majeures réalisées par votre département pour promouvoir davantage la réconciliation nationale cette année? Déjà, il y a ce qu'on appelle la mission d'appui à la réconciliation nationale, la MARN, qui est vraiment le bras armé du département en ce qui concerne les questions de réconciliation. Donc, cette mission, c'est une mission temporaire, 3 ans. Donc, je l'ai prolongée de 5 ans. Je pense qu'à l'issue, on est vers des réformes pour que cette structure soit permanente. Parce que les questions de réconciliation ne sont pas forcément des questions ponctuelles, c'est des questions permanentes. Il faut créer des structures permanentes par rapport à ça. D'où le fait que j'ai renforcé la MARN avec déjà la prolongation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les équipes régionales d'appui à la réconciliation, les ERAR. C'est des structures du département qui sont au niveau des régions, qui interviennent souvent dans le domaine du processus de paix et de la réconciliation. Donc, j'ai renforcé déjà ces structures en les redynamisant, en leur donnant de nouvelles missions, en les faisant en sorte qu'ils soient formés, surtout sur le principe de prévention et de gestion de conflits, et aussi en créant de nouvelles ERAR. Par exemple, l'ERAR de Caille et de Sigas ont été créées, et l'équipe régionale d'appel à la réconciliation de Bandiagara vient juste d'être créée. Donc, chaque fois qu'il y a des possibilités, on en crée pour prendre en compte les questions de réconciliation sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle aussi les CCR, les comités communaux de réconciliation. Il y en a plus de 150 qui sont sur les territoires. Ces communautés aussi, je suis en train de les renforcer et je suis en train de leur donner une visibilité, on va dire légitime, légale. Et en même temps, je suis en train de les renforcer aussi pour qu'ils puissent vraiment gérer au quotidien, au plus près, les questions de réconciliation. Oui, Monsieur le ministre, ces structures d'appui à la réconciliation ont déjà mené des actions sur le terrain. Est-ce que vous êtes satisfait de leur travail? Déjà, en termes on va dire, de ce qui a été fait dans le cadre de la réconciliation, je voudrais quand même aussi parler de la stratégie nationale de la réconciliation, qui est une stratégie qui est en place, qu'on est en train d'implémenter, 2022-2026, avec son plan d'action prioritaire, son plan d'action quinquennal. Il y a aussi certaines structures nouvelles qu'on est en train de mettre en place comme l'ADNM, justement pour prendre en question en charge ces questions de réconciliation. Maintenant, pour dire si je suis satisfait par rapport au travail des équipes, mais forcément, je suis satisfait parce que le travail de réconciliation, il semble abstrait, mais il est extrêmement intéressant. Donc, les ERAR sur le terrain au quotidien font des efforts incroyables en termes de prévention, de gestion des conflits. Donc, tout ce qu'il y a comme apaisement sur le terrain, le conflit foncier, le conflit agropastoral et d'autres conflits, c'est pris en compte par les équipes régionales d'appui à la réconciliation, tant en termes de prévention, tant en termes de gestion. Mais forcément, tant que la paix totale n'est pas une réalité, il y a toujours une impression de quelque chose qui n'est pas achevé. Malheureusement, en tant que ministère en charge des questions de paix, en tant que ministre en charge de la paix, il est extrêmement difficile d'atteindre mes objectifs à 100%, parce que je me dis que dans les relations humaines, avoir une paix absolue est pratiquement impossible. Mais on fait de notre mieux pour s'y approcher. Donc, juste pour vous dire que je suis vraiment satisfait du travail des équipes sur le terrain et je profite de votre plateau pour les féliciter et les remercier de ce qu'ils font dans l'anonymat parce qu'ils ne sont pas connus. C'est le ministre qui est connu, c'est normal, je suis le ministre. Quand ça se passe bien, c'est moi.
Quand ça se passe mal, c'est eux. Mais vraiment, c'est des gens qui font du très bon travail. C'est le lieu vraiment de les remercier, de les féliciter. Surtout que c'est surtout les légitimités, les gens qui ont la confiance des populations, les gens qui ont de l'influence, les gens qui sont respectés, qui animent ces structures. Ce n'est pas forcément des structures techniques, donc c'est des structures où les populations même reconnaissent leurs leaders. La plupart des erreurs, il y a les légitimités qui sont dedans, il y a les imams qui sont dedans, il y a les chefs de village qui sont dedans, il y a les leaders de jeunes qui sont dedans. Juste pour vous dire que c'est des personnalités qui sont quand même influentes dans leur zone, leur voix pèse et qui favorisent, on va dire, les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits. Donc, c'est vraiment des gens qui font du bon travail. Monsieur le ministre, parlons à présent de la justice transitionnelle. Où en êtes-vous aujourd'hui avec cette justice? Qu'est-ce qui a été fait concrètement dans ce sens? Il y a la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui est en place. Donc, cette commission a quand même permis de mettre en place ce qu'on appelle la politique nationale de réparation. Cette politique a été portée par le gouvernement, Amino et CNT, et les lois ont été mises en place. Donc, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on a une politique nationale de réparation au Mali pour les violations graves des droits de l'homme de 1960 à nos jours, et ça continue. Ça veut dire que même chaque 2 jours suivants, c'est pris en compte. Juste pour vous dire que c'est une première du genre au niveau du Mali. À l'issue de cette politique, il a été décidé de mettre en place 2 structures qui vont remplacer la CVJR. La CVJR a fini son travail, elle a fait du bon boulot, et elle a fait des recommandations, elle a quand même enregistré plus de 30 000 victimes qui sont venues s'arrêter à ce niveau et qu'il faut réparer. Maintenant, il y a la première structure qu'on appelle l'Agence pour la réparation des violations graves des droits de l'homme, de 1960 à nos jours, qui s'appelle la GRV, qui est déjà créée. Et il y a le comité d'orientation qui est à peu près l'équivalent du conseil d'administration qui existe. Il y a le président du comité d'orientation qui est déjà mis en place. Il y a aussi le secrétaire exécutif qui est l'équivalent du directeur qui est mis en place. Et maintenant, la première réunion du comité d'orientation a déjà été faite et des orientations sont données pour qu'au plus tard, le 1er février, que cette structure commence à travailler. Donc, juste pour vous dire que c'est des choses concrètes en ce qui concerne la justice transitionnelle. Okay, Monsieur le ministre, est-ce qu'à ce niveau, le processus de réparation a commencé? En quoi consiste? Est-ce que c'est de l'argent qu'on donne à ces victimes ou bien comment ça se passe? Le processus de réparation n'a pas encore commencé parce que la structure ne fonctionne pas encore. Seulement, il y a un certain nombre de victimes qui ont déjà été identifiées. Qu'on comprenne que la justice transitionnelle, c'est beaucoup plus le soutien aux victimes que s'en prendre, on va dire, au bourreau. C'est le principe de la justice traditionnelle. Et dans la justice traditionnelle, il est extrêmement difficile de savoir qui est coupable, mais de prendre en compte ceux qui sont des victimes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de réparations. Il y a des réparations de compensation financière, il y a des réparations qui peuvent être faites au niveau de la justice si les coupables sont identifiés et que la justice est réelle et tranche là-bas, c'est déjà réglé. Voilà pourquoi il doit y avoir une complicité entre le ministère de la Réconciliation et le ministère de la Justice pour qu'on ne puisse pas être dans le principe de double réparation, parce que ça, c'est un principe clair de la justice transitionnelle. Il y a aussi, on peut réinsérer les gens, voilà, on peut faire du travail de mémoire. Il y a beaucoup de façons de réparer. Maintenant, on n'a pas encore commencé, mais actuellement, même là où je vous parle, j'ai une équipe qui est actuellement au Rwanda, qui est dirigée par Monségal. Il s'agit pour nous d'aller s'inspirer du modèle rwandais, parce qu'eux, quand même, ils sont passés par des génocides. Donc, pour savoir comment leur structure a fonctionné et s'inspirer de leur modèle pour qu'on puisse essayer de l'adapter à notre niveau. Il y a aussi d'autres voyages, missions d'information qui sont prévus. Il y a la Colombie que je prévois de faire pour la simple raison que qui ne connaît pas les FARC. Donc, les FARC, c'est à peu près ce qui s'est passé un peu au nord du Mali, avec les groupes rebelles, les djihadistes, tout ce qui va avec. Donc, eux, ils ont eu l'intégration, ils ont eu la réinsertion, ils ont eu beaucoup de choses. Donc, on peut s'inspirer du modèle colombien pour voir comment l'adapter à notre situation. Il y a aussi des visites que je prévois au niveau du Canada. Vous savez, le Canada aussi, il y a eu la gestion des autochtones, les Indiens, il y a ce qu'on appelle les autochtones. Ça aussi, ça a été une gestion particulière. C'est quelque chose qui marche. Donc, il est intéressant qu'on puisse s'en inspirer pour voir le cas malien, comment on peut l'adapter. Bien sûr, le cas que tout le monde connaît, c'est vraiment le cas de la Deuxième Guerre mondiale. Israël avec les Juifs, ça aussi, il y a une gestion. Donc, je voudrais m'inspirer de cette gestion pour voir exactement comment l'adapter. Le cas malien, c'est un cas unique. C'est un ensemble de tout ça.
C'est un ensemble de la Colombie, c'est un ensemble du Canada, c'est un ensemble d'Israël, c'est un ensemble du Rwanda. Quand on met tout bout à bout, on se retrouve dans le cas malien. Donc la réparation peut se faire en s'inspirant de ces différents modèles. Oui, Monsieur le ministre, par rapport à l'intégration, on a parlé de l'intégration de 26 000 ex-combattants. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ce processus? On a proposé au mouvement de venir. Ceux-là qui sont du côté de l'État étaient prêts à venir. Ceux-là qui étaient dans une dynamique qui ont suspendu leur participation ne sont pas venus. Donc forcément, on n'a pas pu avancer dans l'intégration. Ensuite, il est quand même important de signaler que les 74 000, c'est-à-dire les 25 000 et les 44 000, c'est un engagement de l'État à travers l'accord, mais c'est des ex-combattants qui sont dans des bases de données, qui sont consignés dans des bases de données sur base de registres que les mouvements même ont donnés. Maintenant, il y a des difficultés réelles de mettre un nom sur les combattants à partir des registres. Donc ça aussi, c'est des difficultés qui sont là, qu'il faut gérer. Monsieur le ministre, en termes de perspective, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus quels sont les grands projets de votre département en 2024? Déjà, la mission d'appui à la réconciliation nationale qui est vraiment la cheville ouvrière de tout ce qui fait comme réconciliation. Et je suis en train de voir comment on peut relire, restructurer et ensuite de donner une visibilité et une légitimité aux comités communaux de réconciliation. Ensuite, il faut que je puisse faire rendre fonctionnel la GRV pour la réparation au plus tard le 1er février. C'est vraiment immédiat. Ensuite, il y a la seconde structure. C'est cette structure qui va prendre en charge le principe de non-répétition dans le cadre de la justice traditionnelle. C'est le Centre pour la paix et l'unité au Mali. Donc cette structure aussi, je suis en train de la créer. Je vais la mettre en place. Le centre et l'agence, les deux mis bout à bout, vont être le complément pour gérer la justice transitionnelle. Donc ça, c'est des perspectives. Ensuite, il y a l'Agence pour le développement du nord du Mali. Vous savez, l'une des raisons des crises répétitives au niveau du Mali, c'est la question du développement du nord, de façon générale. Maintenant, comme le département est en charge de ces questions de développement du nord, j'ai récupéré l'Agence pour le développement du nord Mali à mon niveau qui va gérer ces questions. Dans cette agence, je suis en train de lui donner une nouvelle vision, une nouvelle orientation, de renforcer et qu'on puisse aller vers ce travail-là. Il y a aussi le programme national DDR. Donc, actuellement, il y a deux structures qui s'occupent de ça, la Commission nationale DDR et la Commission nationale d'intégration. Ces deux structures, on a fait les relectures, on les a adaptées au contexte actuel. Maintenant, à la fin du dialogue intermalien, il y a déjà un programme national DDR qui était là, qu'on va essayer de mettre à jour et redynamiser pour qu'on puisse aller, non seulement pour prendre en charge la question de DDR, des mouvements signataires qui sont restés avec l'État, mais aussi les questions de DDR et d'intégration, même de réinsertion en ce qui concerne les milices comme les Danamassagou et autres. Si vous avez un appel à passer ce soir, quel est ce message, Monsieur le ministre? Le message, il est très simple. Le président de la transition a parlé clairement du dialogue intermalien. J'invite tous les Maliens, de l'intérieur, de l'extérieur, toute communauté confondue, à participer massivement à ce dialogue intermalien, à proposer de façon sincère des solutions pour qu'on puisse prendre en compte les questions de vivre ensemble, les questions de recoudre le tissu social. Et je pense que les recommandations pertinentes qui vont en sortir, quand on les mettra en œuvre, ça prendra en compte les préoccupations de paix, de réconciliation de l'ensemble du Mali. Donc, vraiment, c'est mon message. J'invite tout le monde à participer à ce dialogue massivement, de façon sincère et de façon impartiale, avec pour objectif d'aller vers la réconciliation, vers la paix. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Madiba. Merci, Ibrahim. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Et grand merci au Musée national qui nous accueille tous les soirs. Nous recevions ce soir le ministre en charge de la réconciliation. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.